J'ai publié récemment cette vidéo dans laquelle je répondais à vos croyances sur l'amour que vous m'aviez soumises sur Instagram. Et donc c'était le premier volet. Aujourd'hui, on va faire le deuxième volet. Mais d'abord, commençons par un petit... Disclaimer, les relations amoureuses ne sont pas une science exacte. Il y a plein de choses à piger pour que ça se passe bien, mais ce n'est pas une science exacte. Il y a aussi plein de choses qu'on ne maîtrise pas. Par conséquent, ce que je vais raconter dans cette vidéo, bien qu'on parle de vrai ou faux, ne sera pas 100% vrai ou 100% faux dans 100% des cas. C'est le principe de généralité. Et tu fais peut-être partie de ces gens qui disent « mais il ne faut pas faire de généralité puisque voilà, moi je ne suis pas concernée, je suis une exception ». Mais c'est le principe des généralités. Ne confonds pas généralité avec totalité. Généralité, c'est général, voilà, et ça implique, même dans le concept de généralité, des exceptions. Ce n'est pas à confondre avec totalité qui concerne 100% du monde, 100% du temps. Donc voilà, on va arrêter de dire qu'il ne faut pas faire des généralités, si. Donc les généralités, c'est cool, et les exceptions dans les généralités, c'est normal, donc on ne va pas les mentionner, c'est le concept. Les croyances sont des idées que tu considères comme vraies, on en a absolument tous, et c'est pour ça que c'est pas évident de les identifier comme croyances. Et de les remettre en question derrière, encore moins. Et pourquoi je fais cette vidéo? Parce qu'on a plein de croyances qui justement sont erronées, on croit que c'est la vérité, alors que la vérité est beaucoup plus vaste que ça. Encore une fois, il n'y a pas genre la vérité absolue, mais on va quand même élargir les perspectives aujourd'hui pour que tu puisses avoir de meilleurs repères dans ta vie amoureuse et ne pas te foirer pour rien. Ou pour ce genre de raisons un peu dommage. Donc numéro 1, si c'est compliqué à l'étape du flirt, c'est voué à l'échec. Je dirais vrai, maintenant il y a deux questions importantes à se poser. Déjà, en quoi c'est compliqué? Parce que c'est compliqué, là tout seul, ça veut rien dire. Donc pourquoi c'est compliqué? Est-ce que vous comprenez pas? Auquel cas, est-ce que vous communiquez si bien que vous le croyez? Est-ce qu'il est en rupture ou en divorce? Donc là oui, c'est un plan de merde. Est-ce qu'il n'est pas dispo, soit parce qu'il est déjà avec quelqu'un et qu'il n'est pas très clean, soit parce qu'il n'est pas dispo en temps, soit parce qu'il n'est pas dispo en émotion? Est-ce qu'il ne sait pas ce qu'il veut, ou encore est-ce que vous n'arrivez pas à vous voir, auquel cas, quelles en sont les raisons? Est-ce que les agendas sont compliqués à accorder? Est-ce qu'ils sont compliqués à accorder tout court, ou est-ce que c'est en ce moment? Est-ce que c'est relatif à une période? Et est-ce que ces raisons de ne pas se voir sont d'une fréquentes et de deux traduisent-elles d'un manque d'intérêt? Quand on veut vraiment voir quelqu'un, on trouve des solutions, on se démerde. Rappelons-nous qu'on n'est qu'à l'étape du flirt, donc on ne va pas se dévouer corps et âme à un flirt. Et deuxième question, qu'est-ce qui pourrait te donner envie de persévérer alors même que c'est compliqué pour l'instant à cette étape-là? Sachant que j'ai jamais rencontré un mec qui me plaisait autant, il y a une bonne alchimie quand même entre nous, on passe quand même des bons moments et cette relation a du potentiel, on s'en fout, ce ne sont pas des réponses valables. On parle quand même de l'étape du flirt, donc oui, si c'est compliqué à ce stade, pourquoi s'emmerder? Deuxième, un mec qui like une seule vieille photo de toi sur Insta égale intérêt pour toi. Ça pourrait être vrai, ça pourrait être le début de quelque chose, mais là, à ce stade, on va dire faux, parce qu'il nous en faut quand même un peu plus pour valider que cette personne a un intérêt pour toi, et quel genre d'intérêt? Il n'y a pas de quoi se faire des films avec un truc pareil. Troisièmement, si je suis jalouse et que je ne fais pas confiance à celui que j'aime, notre relation n'a aucune chance. Avant de dire vrai ou faux, moi j'ai surtout envie de demander, est-ce que tu comptes rester là-dessus? Ou est-ce que tu comptes travailler sur les traumatismes qui ont eu pour conséquence qu'aujourd'hui tu ne fais plus confiance à personne et que la moindre meuf est devenue une menace? Le vrai sujet il est là, parce que sinon tu vas être chiante, ça va saouler tout le monde, et là oui ce sera vrai. Maintenant tu peux aussi changer la donne et faire ton taf émotionnel pour donner plus de chance à tes relations. Numéro 4, on peut quitter quelqu'un qu'on aime, vrai. Parfois on aime quelqu'un avec qui on n'est pas compatible. L'amour ne suffit pas, il faut d'autres ingrédients pour en faire une relation saine. J'ai fait une vidéo pour faire la différence entre l'amour et la relation, parce que l'un n'implique pas toujours l'autre, et l'amour est souvent confondu avec plein d'autres choses. Donc j'ai fait plein de vidéos pour t'aider à faire la différence entre toutes ces choses-là, et finalement, s'agit-il vraiment d'amour ou pas? Quitter quelqu'un peut d'ailleurs être un acte d'amour, parce que justement parce qu'on s'aime, on veut le meilleur pour chacun, et il se peut que ce meilleur, il arrive séparé. Numéro simple, on peut avoir une relation de couple sans être amoureux ou amoureuse. Vrai, en fait tout est possible, donc pourquoi pas. Toutes les relations ne commencent pas par un coup de foudre ou par des papillons, cet état amoureux il peut venir plus tard, il peut aussi ne jamais arriver, et puis que ça marche quand même, que vous êtes bien ensemble et que c'est une relation nourrissante, donc pourquoi pas, tout dépend ce que tu as envie de vivre et ce que ton partenaire ou ta partenaire a envie de vivre dans ces relations amoureuses.
On peut avoir une relation de couple selon plein de choses, même parfois peu communes, tant que ça nous fait du bien. Même si on n'a pas envie d'être exclusif, même si on n'a pas envie d'avoir une sexualité ou que en fait, quelqu'un est asexuel dans le couple et donc il n'y a pas de sexualité. Enfin, tant que ça nous fait du bien, en fait, chaque couple va créer ses propres règles et on y va. Numéro 6, on peut se remettre en couple 3 semaines après une relation qui a beaucoup compté. Là encore, on peut dire vrai parce que tout est possible, est-ce seulement souhaitable? Donc je vais dire faux parce que ce ne sera pas mon conseil, ou alors il faut beaucoup de maturité pour ne pas mélanger les émotions entre les deux partenaires, les deux relations, un deuil qui n'est peut-être pas fait ou alors qui a été fait bien avant, auquel cas en fait la relation elle s'est arrêtée réellement avant sa fin officielle. Un deuil amoureux, qui soit subi ou choisi, ça prend plus de 3 semaines. Et comme on l'a vu dans cette vidéo sur la rupture, nos deuils peuvent être décalés selon qu'on choisit ou subit la fin de la relation. C'est pas un taf de débutant, et comme on est un peu tous débutants, eh bien je vais dire que vaut mieux pas, et donc faux. Numéro 7, en amour, poser des limites permet de respecter nos besoins, nos envies et nos désirs. Vrai! Tu ne fileras jamais le parfait amour si tu ne poses pas à un moment tes putains de limites. Poser tes limites permet de te sentir en sécurité intérieure. Ça répond à ton besoin de sécurité intérieure. Quand on pose une limite, on a la sensation de mettre l'autre à distance. Et oui, c'est un peu le cas, mais c'est une distance saine. Il faut sortir de ce truc de fusion là à tout prix. Et en fait, cette impression de distance, c'est une impression. C'est plus une illusion qu'autre chose, parce que quand tu mets une limite à l'autre, tu te connectes à toi-même. Et donc, quand on se connecte à soi-même, l'autre peut se connecter à nous, genre en vrai de vrai. Donc en fait, mettre des limites est réellement au service de la relation. Poser ses limites, ça veut dire se respecter, ça veut dire donner à l'autre son mode d'emploi, et il n'est pas obligé de le suivre, parce que peut-être qu'en posant nos limites, on va découvrir qu'on a des incompatibilités, et il faut bien les découvrir un jour. Et donc, contrairement à ce qu'on croit, poser une limite va renforcer une connexion qui est vouée à durer et ne va péter qu'une connexion qui n'en était pas une. Numéro 8, l'amour véritable se construit jour après jour par la volonté de 2 personnes vraies. L'amour ne se trouve pas, il se construit. L'amour se construit en se respectant, en se connaissant et en prenant soin l'un de l'autre. Donc ça ne se joue pas juste dans les premiers mois de la relation. Le fait de décider augmente la sensation de plaisir à l'intérieur de soi. Vrai. Décider égale me positionner, égale exprimer ma vérité, égale m'affirmer, égale me respecter. Le respect, ça fait zizir. Numéro 10, il vaut mieux stopper la relation lorsqu'il a dépassé mes limites plusieurs fois, même si je l'aime toujours. Vrai. Même si, d'une, il y a plusieurs types de limites, il y a des limites qui vont être plus ou moins flexibles, il va y avoir des no-go absolus, et de 2, quelle conscience ton mec a de son manque de respect de tes limites et que fait-il activement pour les respecter, malgré peut-être qu'il peut avoir des difficultés parce que ça vient chercher quelque chose de délicat chez lui. En gros, tu vas poser tes limites genre 3 fois. Moi j'aime bien cette règle de 3 parce que ça autorise une petite marge d'erreur, parce que l'humain ne pige pas et ne fait pas tout instantanément. Donc voilà, il y a peut-être des choses que ton partenaire ne saura pas ajuster tout de suite malgré sa bonne volonté, et que voilà, on ne sait pas ce que ça vient toucher chez lui, là ce serait un peu du cas par cas, mais en gros voilà. Au-delà de ces 3 fois, là tu seras en droit de te dire qu'on commence à avoir un problème, un vrai problème. Ah, il y a une tique! Oh, il y a des tiques dans mon jardin. Mais comment il est arrivé sur mon pull, ce connard, c'est flippant. Je devrais avoir tué ce tic, mais en fait ça me répugne tellement que c'est comme si j'avais une grosse araignée sur moi, même si elle est toute petite. Genre j'aurais pas crisé avec une araignée, enfin en tout cas pas autant, mais les tics ça me débecte. Numéro 11. Il ne propose jamais de me voir, je dois l'accepter comme il est et continuer de lui courir après. Faux. D'où un mec qui ne veut pas te voir te donne envie de lui courir après, ça doit être un turn-off absolu. Toi tu veux pas juste un mec sympa, marrant, sexy machin, tu veux un mec qui veut te voir. Ça doit faire partie de tes critères. Je sais que tu ne contrôles pas le fait d'être attiré par des mecs qui s'en tapent et que tu reproduis ce schéma de merde. Mais justement, ce schéma, tu vas le rompre en n'allant pas courir après. J'ai fait exactement la même chose. Tu perpétues ton schéma d'attirance en ayant une attirance et en lui disant « d'accord, j'y vais ».
c'est un automatisme que tu n'es pas obligé de suivre. L'automatisme veut que j'ai une attirance, donc je vais chercher à avoir une relation avec cette personne. Mais non, tu peux aussi avoir une attirance et te dire bah ouais j'ai une attirance mais non, j'y vais pas, je prends le chemin inverse. Et là, tu fais un vrai pas très concret dans la transformation de tes attirances. Puisque du coup après, ton inconscient il se dit ah ok, en fait elle y va pas, bon bah on va trouver autre chose et tu vas peut-être aller vers un autre schéma, peut-être que ce sera aussi un schéma pourri, mais au moins tu auras quitté l'ancien et de schéma en schéma, tu vas trouver quelque chose de bien. Donc tu changeras ton schéma d'attirance en décidant que le seul mec qui vaille la peine que tu lui cours après, c'est le mec qui s'investit déjà auprès de toi et qui te démontre qu'il a envie de te voir. Donc next de fou. Numéro 12, une voyante qui te dit que c'est le bon. Est-ce qu'on y croit? J'étais désespérée. Non, on n'y croit pas. Faux. Tu n'as personne d'autre à croire que toi-même. Je sais que quand tu m'entends dire ça, tu te dis oui, mais justement, je ne sais pas croire moi-même et tout. Oui, je sais, c'est le principe de développer son discernement. Mais moi aussi, j'ai fait ça. Voilà, moi aussi, j'ai consulté des voyantes quand j'étais en insécurité totale, en perte de repère complet et que je voulais avoir des réponses, je voulais avoir des certitudes et je voulais qu'on me dise ce que j'avais envie d'entendre. Et même si j'ai toujours beaucoup de respect pour les voyantes que j'ai consultées, qui étaient super, sur ce coup-là, ça m'a mis dans la merde. 2013, voyage en Argentine, je consulte une voyante avec mes amis, une voyante super et réputée, je ne lui donne zéro info. Elle me dit que je vais bientôt rencontrer quelqu'un, je ne lui ai même pas dit que j'étais célibataire, que je vais rencontrer quelqu'un mais que ce ne sera pas le bon et que le bon c'est celui d'après. Donc 2 mois plus tard, je rencontre quelqu'un qui 7 mois plus tard me quitte pour quelqu'un d'autre. Ça me déglingue la gueule mais je le prends quand même avec un peu de philosophie puisque je savais que ça n'allait pas durer. Donc j'attends de pied ferme le suivant. Le suivant arrive et il est immédiatement affublé de l'étiquette homme de ma vie. Et quand il me quitte quelques mois plus tard, je n'y crois pas, je me dis il va revenir et il revient. Bah, normal. Le jour où il me relargue, ça a été très très dur de faire le deuil de tout ce que j'avais projeté sur lui, projection à laquelle je m'étais accrochée dur comme fer puisque c'était exactement ce que je voulais. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de mal à passer à autre chose, j'ai eu beaucoup de résistance. Donc si tu vas voir des voyantes, garde à l'esprit que peut-être sur le moment ça te fait du bien mais que ça ne veut rien dire, que ce n'est pas à prendre pour argent comptant. C'est pas la seule personne clairvoyante que j'ai consultée, et d'ailleurs j'en consulte toujours, c'est juste que mon expérience m'a appris à faire preuve de discernement et à justement ne rien prendre pour argent comptant. On a souvent tendance à mettre des psys, des thérapeutes, des coachs, des voyants en position d'autorité et c'est très important de quand même développer ton discernement, même si je sais que ce n'est pas facile, et garder à l'esprit que cette insécurité dans laquelle tu es, elle est normale, voilà, ça arrive et qu'il n'y a pas tout de suite à sécuriser tout. Enfin, voilà, c'est en tout cas, ce n'est pas nécessairement la meilleure manière de faire. Au final, même si j'ai pris quelques claques parce que ça a quand même engendré un petit paquet de désillusions, ça m'a recentré sur moi. Je sais combien l'insécurité peut nous faire chercher des réponses avec beaucoup de frénésie, y mettre beaucoup de moyens pour trouver un semblant de sécurité. Ça ne marche pas comme ça. Numéro 14, si même la CNV ne fonctionne pas avec mon partenaire, je dois partir. CNV égale communication non violente. Vrai. Alors, des fois, on croit pratiquer la CNV alors que pas trop, parce qu'on est en début d'apprentissage, tout le monde passe par là, et donc du coup, on a une communication un peu maladroite. Et c'est plus ça qui fait que, en fait, la communication ne marche pas que la CNV au sens large. Mettons-nous comme ça. Une fois que tu en es là, oui, effectivement, c'est pas hyper bon signe. Perso, c'était un point justement de vigilance, un point un peu un red flag Coucou le petit rouge-gorge. On fera demain du jardin. Une fois que tu en es là, une fois que ta CNV elle n'est pas complètement déconnante, et il ne s'agit pas du tout d'avoir une CNV parfaite ou quoi, mais oui, si même ça passe pas, c'est un mauvais signe. Ça a été un très mauvais signe pour moi justement, dans une relation qui s'est mal passée. On me demandait de m'exprimer en CNV, qui en plus de n'avoir aucun effet, était tout le temps contesté, donc à un moment ça va bien, et en plus n'était même pas utilisé en face. Donc le foutage de gueule étant complet, salut. Numéro 15, nous avons une part de responsabilité dans nos schémas amoureux, vrai, absolument. Le terme de responsabilité, il est souvent mal compris. La responsabilité, c'est pas dans le sens c'est ta faute, tu en es responsable et tu avais qu'à grandir dans une autre famille. C'est pas ça du tout. Ce
Ce que ça veut dire, c'est que c'est maintenant à toi d'en prendre la responsabilité et donc de t'en occuper. Ce n'est pas ta famille, justement, qui va se mettre à changer et te guérir et te changer tes schémas. C'est ton job de le faire maintenant, c'est ta responsabilité. Si c'est ta responsabilité de les changer, ça veut dire que si ça ne change pas, si tu ne bouges pas et que tu perpétues tes schémas, eh bien, c'est que tu n'as pas encore fait ce qu'il fallait faire pour les rompre. Ça ne sert à rien de se flageller pour ça, c'est juste le signe qu'il est grand temps de sortir de ta position de victime et de devenir actrice de ta vie amoureuse. Numéro 16, il ne faut pas montrer ses défauts lors des premiers dates. Vrai et faux. Vrai parce que ça dépend des défauts dont on parle, hein. On ne va pas non plus tout dérouler d'un coup, de toute façon, qualité ou défaut, on ne va pas tout dérouler d'un coup. Et faux parce que ça peut te conduire à vouloir être parfaite, à adopter une image un peu lisse, qui en fait est chiante et qui essaie de te rendre cool, tout ça, et en fait qui va niquer la connexion que tu recherches dans tes dates. Parce que de toute façon, que tu veuilles montrer ou que tu veuilles pas montrer, tu es en train de contrôler ce que tu montres. Donc tu n'es pas en train d'être complètement authentique, tu es en train d'être dans la stratégie. C'est du contrôle et c'est un tue-l'amour. Le mieux étant encore d'en parler avec un brin d'autodérision et d'authenticité. Si jamais c'est quelque chose d'important pour toi et que tu estimes que tu as besoin en fait que l'autre sache ça de toi. Tout le monde a des défauts, donc ça sert à rien de faire comme si on n'en avait pas pour plaire à l'autre. C'est crevé comme stratégie, ça va se voir à un moment, c'est juste de l'arnaque totale dès les premiers rendez-vous. Donc si tu veux une relation de confiance, eh bien commence par l'induire dès le début en étant honnête. Ça ne veut pas dire tout dire, chaque chose en son temps. C'est juste que en fait, tu n'as ni à les montrer, ni à les cacher. Et pour terminer, numéro 17, bon feeling, mauvais timing, faut-il attendre un peu ? Faux. Le bon mec au mauvais moment est quand même le mauvais mec. Ça veut dire quoi attendre un peu? Dans mon système, ça veut dire attendre 3 semaines. Et si c'est attendre 3 semaines, j'appelle pas ça un mauvais timing. En général, mauvais timing, c'est un peu plus vaste que ça. Ça veut dire qu'on se rend compte à un moment où y en a un qui veut un truc et un qui n'est pas prêt ou qui veut autre chose. Oui, mais pour qu'une rencontre marche, il faut qu'on se rencontre quand on est dans la même phase de notre vie amoureuse, sinon effectivement ça ne marche pas. Donc voilà, mauvais timing, mauvais mec. Après, si tu sens que c'est vraiment important pour toi, tu peux effectivement attendre, mais en te donnant une limite. C'est-à-dire, tu peux te dire, ok, bon, ça marche pas, je vais attendre 2 mois, admettons, et puis on va voir si pendant ces 2 mois, il y a quelque chose qui bouge. Mais si rien n'a bougé au bout de 2 mois, salut! Et si rien n'a bougé au bout de 2 mois, toi, tu es hyper au clair sur le fait que tu es déjà prête à partir. Tu sais déjà ce que tu veux. Tu veux un mec qui veut la même chose que toi. Donc s'il est un peu ambivalent, s'il profite que vous vous plaisez pour avoir du sexe, pour avoir de l'attention et tout ça, et que en fait ça l'arrange bien, il n'a pas l'intention d'aller plus loin, c'est à toi d'être hyper clair là-dessus. Et si au bout de 2 mois, vous en êtes toujours au même point, non, c'est que effectivement, c'était un vrai mauvais timing. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça t'a remis quelques idées en place. Si tu veux aller plus loin, je te propose des exercices par email. Tu peux t'inscrire à ma liste email, le lien est dans la description. Tu auras une série de 6 exercices, plus des emails de temps en temps qui viennent faire des retours sur les vidéos, des petits compléments de vidéos avec des pistes de réflexion, etc. Et puis tu seras mise au courant aussi de mes offres de coaching, de stage, de jardin partagé, tout ça. Donc tu peux t'inscrire, c'est dans la description. En attendant, mets un pouce à cette vidéo pour soutenir la chaîne. Tu peux aussi commenter, ça aide cette vidéo à être plus visible. Et puis moi j'aime bien savoir aussi comment tu reçois mon travail. Et puis partage cette vidéo pour que chacun fasse preuve d'un meilleur discernement dans ses relations amoureuses. Le fait de se recadrer sur ses croyances et de revenir dans la réalité, ça permet de développer cette sécurité intérieure parce que là, on se construit des repères intérieurs qui sont fiables.